Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à tout, cette semaine, nous allons parler en premier lieu d'un sujet fort agréable. Quoi de plus agréable qu'une dégustation de vin et fromage? En effet, la Corporation de développement communautaire des Appalaches, c'est son activité de financement. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la présidente d'honneur de la 12e édition de la dégustation de vin et fromage, notaire, présidente de la Chambre de commerce, et j'en passe, Maître Lucie Rouleau. Madame Rouleau, bonsoir. Bonsoir. Et le directeur général de la Corporation de développement communautaire, Martin Cloutier. Bonsoir, Martin. Bonsoir, Pierre. Donc, on s'en va vers la 12e édition. Quelle date? Le 26 octobre prochain. Donc, c'est jeudi dans 2 semaines. Bien, là, dépendamment quand les gens vont nous écouter durant la semaine, mais c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est très bientôt. Là. Oui. Auparavant, c'était au printemps. Oui. C'est quoi qui fait qu'à un moment donné, la corporation a décidé de transférer ou de déplacer son activité? Bien, la principale raison, c'est le chevauchement entre la dégustation vin et fromage et la période des impôts, parce que les auditeurs s'en rappellent peut-être, mais à chaque année, on fait le programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts. Fait que c'est environ 2000 déclarations d'impôts qu'on fait pendant cette période-là. Puis ça tombait en même temps que l'organisation du vin et fromage. Donc, pour faciliter, pour mieux balancer, mettons, les périodes d'intensité dans l'année, on a préféré décaler vers l'automne. Puis on se faisait dire que ça serait une bonne idée aussi, l'automne. Oui. Et d'autant plus que la chargée de projet, là, qui travaille avec toi à temps plein à la Corpo, c'est elle qui était responsable des 2 dossiers. Ben donc, la broue dans le toupette, c'est le cas de le dire. Oui, tout à fait. En parlant de broue dans le toupette, j'ai la présidente de la Chambre de commerce, qui est notaire également, qui est installée au centre-ville, tout comme nous. Hein? La corporation, on est au centre-ville, la télévision communautaire, on est dans le centre communautaire, donc on est entre nous. Pourquoi avoir accepté la présidence d'honneur d'un tel événement pour une personne occupée? Parce que l'implication sociale fait partie de mon bagage génétique, je pense. Donc, de s'impliquer auprès d'organismes, de faire du bénévolat, c'est dans ma nature. Donc, ça a été un oui d'emblée quand on m'a proposé d'être la présidente d'honneur de cette édition-là. Et qu'est-ce que vous vous attendez de la dégustation là, jeudi prochain? Là? Bien, des belles surprises, évidemment. Oui. On va demander, savez-vous le nom des fromages qu'on va... Non, j'ai pas eu l'honneur de... On va demander à Martin, est-ce qu'on peut être dans le secret des dieux ou s'il faut attendre au 26? C'est une surprise. Les noms des fromages vont être dévoilés là, vraiment dans la soirée elle-même. Là. On est quelques personnes seulement qui parce qu'on négocie tout ça, là, qui savons, qui avons vu les noms, mais on ne peut pas les dévoiler. Même chose pour les vins. Là. La seule chose que je peux dire à propos des vins, c'est qu'on a la chance de travailler avec Tatiana de la Cache du Domaine, la sommelière de la Cache du Domaine, et qui nous prépare vraiment quelque chose d'extraordinaire cette année pour les vins. Là, le petit avant-goût que je peux vous en dire, c'est qu'il va y avoir plusieurs belles importations privées là-dedans. Donc, c'est des occasions uniques de goûter à des vins qu'on ne retrouve pas là, sur les tablettes là, habituellement. Oui. Alors, ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. Et lors de la conférence de presse, Tatiana Torrens, elle avait mentionné aussi qu'il y aurait, en tout cas, un breuvage, je ne dirais pas nécessairement un vin, mais quelque chose de québécois. Est-ce qu'elle tient promesse? Elle tient promesse, c'est ça. On va avoir de mémoire, là, je crois, 2 beaux produits québécois là, dans le courant de la soirée là, pour les vins. Là, donc, oui, elle tient promesse parce que c'est important d'encourager nos produits locaux. Hein. On est une organisation qui est enracinée dans sa communauté, fait que de privilégier des produits québécois, c'est important pour nous. Pour les fromages, ça va de soi. Hein, ça va de soi. Hein, c'est ça. C'est la Fédération des producteurs de lait qui est en arrière de tout ça. Les fromages d'ici, qu'on appelle. Là, oui. C'est eux qui nous font une superbe commandite là, parce que c'est des fromages qui donnent pour l'événement. Là. Donc, c'est une commandite majeure qui nous aide à réaliser cet événement-là puis à ce que ce soit une activité bénéfice, justement. Si on achetait tous ces fromages-là, ou bien il faudrait vendre les billets beaucoup plus cher, ou bien on n'aurait aucun bénéfice avec une activité comme ça. C'est combien déjà le billet? C'est 125 $ plus taxes.
125 plus taxes, ça veut dire combien, ça? Presque 150, là? 147, ouais, 148? j'aurais dû faire le calcul avant de venir ici, là, mais oui, c'est autour de presque OK. 150 Ouais. Pas tout à fait. Puis, il va avoir combien de services? 5 services. 5 services? Ouais. OK. Moi, j'ai été me mettre le nez, j'ai vu la liste des fromages. Et je sais qu'il y a un bleu, là. J'en salive juste à y penser. Oui, oui, oui. Et franchement, les gens qui vont avoir la chance, parce que c'est une chance de participer. Oui. Donc, est-ce qu'il reste des billets? Il reste des billets, il n'en reste pas une tonne, mais il reste des billets si les gens veulent en acheter là, dans le courant de la semaine. Là, c'est vraiment le sprint blitz de la final, fin, le blitz oui, final. on s'en oui, va c'est vers ça. le 26 assez rapidement. Là. Oui, oui, oui. Donc, les gens ont simplement appelé à la Corporation de développement communautaire. Là, nos coordonnées vont sûrement apparaître à l'écran. Oui, bien alors, Mais je peux vous les dire. donne-la, là, qu'on fait comme si je n'étais pas au courant Oui, du oui. numéro. Donc, le 418-334-0465. Puis ça va nous faire plaisir là, de... Oui, bien Luc va se faire un plaisir de le mettre, là, 418-334-0465. C'est ça. Alors, c'est ici, au centre communautaire, C'est ici, qui au centre loge communautaire. au centre communautaire. La corporation est au Oui, rez-de-chaussée. là. nous, on est là au rez-de-chaussée. Puis, on peut faire parvenir là, aux gens leurs billets, la facturation, puis tout ça, là, pour qu'ils puissent venir participer à l'événement, qui est un événement bénéfice, mais qui est aussi une très belle soirée, là, parce qu'on a des beaux produits, mais il y a de l'animation musicale aussi. On fait des tirages dans la soirée. Donc, c'est vraiment... les gens reviennent d'année en année habituellement parce qu'ils adorent ça, là. Ce sera ma première édition, mais probablement pas ma dernière. On a une présidente, il faut qu'elle se sacrifie, donc la présidente d'honneur va être présente. Tout un sacrifice. Ah, de gros sacrifices, là. C'était une torture. Non, non. Ce sera avec beaucoup de joie qu'on sera présent pour soutenir la Corporation de développement communautaire dans ses actions auprès d'organismes qui ont besoin de ce soutien financier-là. C'est la Corporation qui en a besoin pour pouvoir se rendre service à ses membres. Donc, ça me fera plaisir d'être là pour que tout le monde puisse avoir une soirée agréable et qu'on puisse bien faire voir le travail qui est fait vraiment là, par la Corporation. Oui, c'est un événement festif. Les gens qui sont là, d'ailleurs, juste aller voir quand ils sortent, le sourire aux lèvres, la satisfaction. Tout à l'heure, on a parlé du centre-ville, c'est important. Tout le monde, on est tous au centre-ville. Madame Maître Rouleau, vous avez votre étude ici sur la rue Notre-Dame, tout près, dans une ancienne banque. Vous êtes présidente de la Chambre de commerce qui loge à 2RT au centre-ville. Et nous, à la corporation, on est aidés, appuyés, secondés par Héritage Centre-Ville aussi. Oui, c'est ça, qui ont accepté d'être partenaires avec nous cette année pour nous donner un coup de main avec la promotion, la publicité. Donc, c'est un beau partenariat qu'on a là, avec Héritage Centre-Ville qui croit fermement à cet événement-là, qui est un événement chic, qui est un événement intéressant, qui amène beaucoup de vie au centre-ville là, pour la période, en tout cas quand ça a lieu. Là. Alors, pour eux, ils ont un attachement particulier à cet événement-là, fait qu'ils étaient très heureux de nous aider à l'organiser puis à le vendre aussi. Là. Oui. Oui, fait qu'on est très heureux, nous aussi, de ça. Alors, mis à part Héritage Centre-Ville, qui est un partenaire important, on a parlé de Fromage d'ici aussi, qui nous donne gratuitement les fromages. Il y a la sommelière, Mme Tatiana Torrens, de la Cage du Domaine. Oui. Quels sont les autres collaborateurs importants au niveau de cette activité de financement? Bien, il faut nommer d'emblée la ville aussi qui nous prête la Maison de la Culture pour cet événement-là. Bien, parce que ça a lieu justement à la Maison de la Culture, dans la grande salle. C'est ça. Donc, c'est un avantage là, qui nous concède, qui est important parce qu'on ne pourrait pas faire ça n'importe où, un vin et fromage comme ça. Oui, et puis on peut le dire, le maire va être un des bénévoles. Oui, cette année, oui. Il s'était offert, rappelez-vous, même à la conférence de presse. C'est vrai. Et là, il nous avait dit, oui, je pourrais être bénévole, moi. Alors,
Il a C'était tenu parole. compromis. C'était compromis, il doit respecter. Oui. Donc, la ville de Thetford Oui. en plus. Puis aussi, on a évidemment les Caisses des Jardins de la région, Raymond Chabot Grant Thornton, Promutuel et Nous.tv, qui sont des contributeurs majeurs là, pour l'événement aussi. Hein. Alors, ce sont toujours pas mal les mêmes collaborateurs majeurs, si on veut. Oui, là. c'est ça. C'est des collaborations là, fidèles d'année en année, là, des gens qui nous soutiennent là, pour chacune des éditions, là, Oui. pour plusieurs depuis de nombreuses années. Et il y a plusieurs commerces qui donnent des prix de présence. Oui. Oui, on ne peut pas tous les nommer, là, mais effectivement, là, il va y avoir des tirages dans la soirée, comme je disais. C'est beaucoup des commerçants du coin qui participent soit en faisant tirer des prix de présence, c'est ça. Ou bien, des fois, ils peuvent commanditer aussi une partie des achats qu'on fait chez eux là, pour le vin et fromage. Là. Bon, entre autres, là, moi, je me permets d'en nommer un, IGA, qui Effectivement. nous donne des services pas à peu près, là, parce que c'est eux autres qui vont garder les fromages au frais Ben oui. et qui viennent les livrer gratuitement et puis qui nous vendent au prix coûtant beaucoup de petits à côté des fromages, parce que là, les gens ne mangeront pas juste un fromage tout cru. Là. Non, c'est ça, c'est ça. Puis c'est important de le mentionner parce qu'on ne pourrait pas nous recevoir ces fromages-là puis mettre ça au sous-sol du centre communautaire. Tu sais, ça n'aurait aucun bon sens. C'est un événement pour lequel la salubrité, c'est important. Puis, donc, cette collaboration-là est essentielle aussi, là, effectivement. Ouais. Parce que là, on est à une dizaine de jours de l'événement. Vous devez commencer à avoir reçu des fromages et du vin, là, hein? Oui, tout est en train de rentrer, là, oui? effectivement. Bon. Oui. Fait que les stocks, là, les stocks arrivent, sont entreposés dans les meilleures conditions, là. Oui. Et participer à la journée, à l'organisation de la journée même, là, comme ça sera le 26, là, la chargée de projet, Guylaine Gardner, là, c'est le chef d'orchestre, là. Oh, oui. C'est impressionnant de voir monter cette salle-là pour que ça soit prêt quand les gens arrivent vers quoi, 18 h, les gens sont attendus? Oui, c'est 18 h que les gens sont attendus à la Maison de la Culture. Il y a toute une cohorte de bénévoles là, derrière Guylaine, là, qui, elle, coordonne tout ça. Puis parmi les bénévoles, bon, on a nommé le maire sortant, là, mais il y a aussi plein de groupes communautaires qui nous prêtent de leurs ressources. Soit dans la journée pour préparer les plats, soit le lendemain pour ramasser la salle. Ou des fois un peu la journée d'avant pour justement monter les tables, tout ça, préparer d'autres trucs. Là. Il y a beaucoup de logistique pour un événement comme ça. Mais c'est un 3 jours où on dirait une vraie ruche, là, où il y a plein de gens qui s'animent, puis où tout le monde ensemble, ça rend l'événement possible. Donc, on rappelle, la dégustation de vin et fromage au profit de la Corporation de développement communautaire aura lieu le 26 octobre. Le jeudi 26, oui. À 18 h, à la Maison de la Culture. Et il y a encore des billets de disponibles. À quel numéro déjà? 334-0465. Et je vous dirais, dépêchez-vous parce que ça vaut vraiment la peine. Alors, Maître Rouleau, Martin, merci beaucoup. Demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité ou comme deuxième partie de l'émission, j'ai le plaisir de recevoir un collaborateur de longue date. Depuis le début que je suis ici, moi, Vincent Blais est avec nous. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Pierre. Là, on va parler d'un sujet très intéressant. Je suis content que tu sois venu pour nous parler de la Catalogne. En Espagne, ça brasse pas à peu près, avec l'indépendance que les Catalans veulent acquérir. La première question là, qui me vient à l'esprit, c'est d'où ça vient l'idée de vouloir se séparer de l'Espagne, de la Catalogne? Ça doit pas, ça n'a pas poussé d'un champignon d'une nuit, ça? Là. Non, mais je dirais presque, dans le sens que, contrairement, par exemple, à ce qu'on pourrait penser qu'au Québec, c'est depuis les années 50, 60, pour la Catalogne, c'est très récent. Là. Ça date seulement de 2010 environ. Ça s'explique... 2010? 2010. Ça date à peu près de 7-8 ans. Bon, la raison de ça, c'est qu'il faut comprendre un peu comment l'Espagne fonctionne. C'est pas comme le Canada, c'est-à-dire, oui, c'est une fédération, mais c'est un État très décentralisé. Bon, pourquoi? De 1939 à 1975, il y a une dictature, peut-être que les gens ont déjà entendu, Franco. Une dictature très sévère qui faisait en sorte, entre autres, qu'en Catalogne, où les gens ne pouvaient même pas parler catalan dans la rue. Okay? C'est interdit. Ils parlaient leur langue chez eux, puis la langue n'avait aucun statut officiel.
quand Franco est mort, il y a une nouvelle constitution en 1978 qui a dit maintenant, on va instaurer un État où les régions vont devenir des communautés autonomes avec des pouvoirs accrus. Donc, ils vont avoir le contrôle sur la santé, sur l'éducation, sur leur langue, parce qu'il faut comprendre que l'espagnol, oui, tout le monde parle espagnol en Espagne, mais il y a des gens qui parlent d'autres langues. Le catalan, le Pays basque, les gens parlent le basque, le galicien, au nord du Portugal, bref, c'est... Effectivement, pour avoir visité l'Espagne, quand on est arrivé dans la région de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est au nord de l'Espagne, il y avait des noms de rues. Puis c'était plus la même chose. Bon, ils nous parlaient en espagnol, mais il y avait le langage. Comme à Barcelone, il y a des gens qui s'adressaient à nous en catalan. Exactement. Donc, à partir de 1978, la Catalogne a un statut autonome, comme les autres régions, puis ça fonctionne très bien. À partir de 2003, là, la Catalogne commence à demander un nouveau statut, d'avoir un peu plus d'autonomie, et finit par l'obtenir en 2006. Jusque-là, tout va bien. Sauf que le Parti populaire, qui est un parti de droite, OK, parti d'opposition, lui s'oppose au nouveau statut, aux nouveaux droits qui sont accordés à la Catalogne. Il conteste ça devant un tribunal qui s'appelle le tribunal constitutionnel. Bon. Et ça donne que le chef de ce parti-là, c'est l'actuel premier ministre, c'est Mariano Rajoy. Donc, ils finissent par dire, les juges finissent par dire que la Catalogne n'a pas droit à ces nouveaux pouvoirs, OK? Oui, on reconnaît le statut de la Catalogne comme un État, une nation, parce que la Catalogne, ça existe depuis 1000 ans. C'est un État très ancien, avec sa culture, sa langue, tout ça. Mais les nouveaux droits, non, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est sûr que les Catalans, ils prennent mal. Ils vont manifester. À Barcelone, 1 million de gens vont manifester pacifiquement dans les rues. Et ça se produit en même temps que, un peu après, il y a une crise économique très grave en Espagne. Oui. Et là, Madrid, la capitale, impose des sanctions économiques importantes pour mettre un terme à cette crise-là. Donc là, les Catalans en ont gros sur le cœur face à l'Espagne. Et c'est là que le mouvement indépendantiste naît. Il y a même un référendum consultatif qui a lieu en 2014, où il y a 80 des gens qui votent en faveur de l'indépendance, même s'il y a juste un taux de participation de 50 parce que tous ceux qui sont contre l'idée ne participent pas. Mais bon, l'idée chemine. Et ça nous mène finalement jusqu'au référendum là, qu'on a connu le 1er octobre, où là, vraiment, on voulait faire un référendum, mais qui est empêché. Mais est-ce que, selon la constitution qu'ils ont, le premier ministre Rajoy, lui, il justifie sa position qui est assez stricte, dire « vous n'avez pas le droit de faire ça ». Effectivement, c'est la position, parce que maintenant, Rajoy, qui était dans l'opposition dans les années 2006, maintenant, il est premier ministre, il est au pouvoir. Et il dit, tout référendum pour obtenir l'indépendance d'une région de l'Espagne, quelle qu'elle soit, est inconstitutionnel. Okay? C'est écrit effectivement dans la Constitution qu'aucune des régions d'Espagne ne peut quitter le pays. Ils sont liés ensemble. Okay? Bon. Donc lui, il s'est basé là-dessus, toujours sur une approche très légaliste. C'est servi énormément des tribunaux pour qu'on lui dise, ben oui, effectivement, c'est l'interprétation de la Constitution et les Catalans ont tort de faire ce référendum. Ce qui explique pourquoi on a vu, bon, les policiers qui sont débarqués le 1er octobre pendant le référendum, parce que lui disait, Rajoy disait, c'est inconstitutionnel. Donc, on a tenté de saisir des urnes, des bulletins de vote, on a fait du sabotage informatique pour empêcher que les résultats soient transmis, on a fermé des bureaux de vote, on a expulsé des gens aussi, il y a eu au-dessus de 900 blessés. Donc, c'est ça qui explique tout ça. C'est que lui, Rajoy, dit, on ne peut pas faire l'indépendance, c'est interdit par la Constitution. Voilà ce que dit la loi. Même pas de consultation pour voir s'ils peuvent y aller. Même pas. Et quand ça a été terminé, le soir même, il a dit il n'y a pas eu de référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Ça a été sa déclaration. Et peu importe le résultat. Peu importe. Parce que les gens doivent savoir aussi que le oui en faveur de l'indépendance a obtenu 90 d'appui. Mais là-dessus, le taux de participation tourne autour de 43 des électeurs. 43 des gens auraient voté, mais il y a encore toute une quantité d'urnes qui ont été prises par les policiers, qui n'ont pas été comptabilisées. Peut-être que dans les faits, il y a peut-être 50 des gens qui ont voté, mais on ne le saura jamais. On sait juste que les résultats qu'on a là sont que 43 des gens ont voté à 90 en faveur de l'indépendance. C'est ce qui a poussé les indépendantistes à dire, bien, au vu de ces résultats-là, on déclare l'indépendance le 10 octobre.
OK? Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une déclaration d'indépendance, mais ensuite, ils l'ont retirée tout de suite pour essayer de se garder une marge de manœuvre pour pouvoir négocier avec Madrid. Mais le premier ministre Rajoy n'est pas très enchanté pour négocier. Pas du tout, parce que dans la Constitution, il y a un article, l'article 155, qui dit qu'en cas de sécession, Madrid, la capitale, peut prendre le contrôle de la région. Donc, peut-être que les gens ont vu dans les derniers jours, parce que là, c'est la question qui sort cette semaine, là, le premier ministre a demandé à la Catalogne si elle avait bel et bien fait une déclaration d'indépendance. Okay? Ça peut sembler un peu drôle parce qu'on l'a vu tout le monde, tous ceux qui se tiennent un peu au courant, ont vu le 10 octobre qu'il y a une déclaration. Mais il doit poser, selon la Constitution, il doit poser cette question-là pour avoir une réponse officielle de la Catalogne avant d'entreprendre d'autres démarches. Donc, c'est là qu'on est rendu. Si la Catalogne dit « oui, on a fait une déclaration » ou si elle refuse de donner toute réponse, il peut mettre en branle l'article 155 puis prendre le contrôle, mettre sous tutelle la Catalogne, c'est-à-dire suspendre le Parlement et le gouvernement. À partir de ce moment-là, c'est la capitale, Madrid, qui contrôle toute la région. Ça va faire du brasse camarade là. Si ça va dans cette direction. Si, en contrepartie, les nationalistes catalans disent ben finalement, on revient sur notre décision puis on ne déclare pas l'indépendance, ils peuvent le faire aussi. Ben là, dans ce cas-là, c'est que pour Madrid, il n'y a pas eu de référendum. La Catalogne rentre dans le rang, ça s'arrête là. Sauf que, imaginez, ceux qui ont voté pour l'indépendance, eux, ils vont être en colère. En beau joie le vert. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, tu me corrigeras si je me trompe, mais la Catalogne est pas mal isolée. Il n'y a pas personne en Europe, même ici au Canada et aux États-Unis, qui donne un appui ou une reconnaissance au projet de Catalan. Oui, effectivement. Ben, en Espagne, parce que là, ce qu'on a surtout à la télévision, puis sur Internet, c'est le point de vue des gens qui veulent l'indépendance de la Catalogne. Mais dans le reste du pays, dans les autres régions, les gens ne sont pas juste contre, ils sont hostiles à l'idée que la Catalogne parte, parce que la Catalogne, c'est le moteur économique de l'Espagne. OK? Puis, il faut comprendre aussi que pendant longtemps, ça a été perçu comme un peu comme un caprice des Catalans qui, ceux qui étaient les plus riches, OK, ne voulaient plus payer pour les plus pauvres. Ils voulaient s'en aller parce qu'ils étaient tannés de payer pour ceux qui avaient moins, pour les régions qui étaient plus pauvres de l'Espagne. Donc, pour eux, ça a semé ça crée comme une certaine incompréhension. Donc, les Espagnols, pour eux, là, c'est du chantage, c'est une farce. Même c'est comme ça que certains journaux titraient la semaine dernière. Chantage, farce de la part de l'État de la Catalogne. Ah oui, à ce point-là? À ce point-là, oui. C'est écrit noir sur blanc dans certains journaux de droite. C'est ce qui explique pourquoi le premier ministre d'Espagne suit vraiment la ligne dure, OK? Parce que le reste d'Espagne est derrière lui. Ça s'explique. Puis aussi, en Union européenne, aussi, hein, oui. Ils sont contre également, parce qu'il faut comprendre que des nations, des peuples qui désirent l'indépendance, il n'y a pas juste les Catalans. Même en Espagne, il y a aussi les Basques. On a, l'Écosse, il n'y a pas longtemps, on a eu un référendum là-dessus. Puis en France, les Corses. En France, les Corses. Les Corses. Oui, hein, oui. Donc, plusieurs Français, un ministre, Manuel Valls, qui a dit, regardez, c'est une aberration, on ne peut pas soutenir ce mouvement-là. Donc, là, c'est le problème des Catalans. C'est qu'ils peuvent déclarer l'indépendance, mais être un pays indépendant, c'est un peu comme un club select. Si personne ne vous ouvre la porte, là, vous restez dehors. OK? Il faut que quelqu'un qui part lève la main et dise on reconnaît officiellement votre indépendance. Mais là, pour l'instant, personne ne veut bouger. Okay? Il faudrait vraiment, je pense, ça c'est vraiment mon opinion, qu'il se passe, qu'il y ait une dérive, okay? Un dérapage autoritaire, que l'armée débarque en Catalogne puis qu'il y ait des gens qui soient blessés, emprisonnés de façon arbitraire. C'est la seule façon, je pense, pour qu'il y ait des nations, en tout cas européennes, qui disent « Oh, les Espagnols, calmez-vous, là, vous êtes en train de brimer des droits démocratiques. » Est-ce que c'est ça qui explique un petit peu la tiédeur ou la retenue des dirigeants européens par rapport au fait qu'il y a des soldats qui ont tu l'as dit, il y avait 900 blessés. Là. On a vu ça à la télévision. Là. Il y a des gens là, qui... Ils se sont fait ramasser, pas à peu près, par la police nationale. Là. Ouais. Puis, à un moment donné, on voyait des caricatures où le gars, ce qu'il avait dans les mains, c'était pas un fusil, c'était un bulletin de vote. Donc, et pourtant, ils ont été très modérés dans le transport ou dans leurs commentaires
blâmer du bout des lèvres. Effectivement. De faire attention aux dérives autoritaires, donc attention avec la police, la matraque, tout ça, c'est quand même des gens qui sont juste allés voter, là. C'était pas des rebelles, là. C'était pas des gens armés, là. C'était pas des terroristes non plus. Donc, de modérer leur transport, ça, oui. Mais tant si longtemps que ça reste dans le droit constitutionnel espagnol, il n'y a pas personne qui va bouger. Moi, j'en suis persuadé. Puis les nationalistes catalans, ils vont être coincés. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver? Là? Il nous reste 1 minute. Je me résumais ça là, en me disant, on s'en va où là, cette semaine? Les gens qui nous écoutent, là, il va y avoir des développements. Vers quoi tu penses que... Bien, si les Catalans maintiennent leur volonté de déclarer l'indépendance, c'est clair que Madrid va prendre le contrôle de la Catalogne. C'est clair. Ligne dure. C'est la ligne dure, je suis sûr. Ils vont pousser là, vraiment, pousser dans les câbles les Catalans au maximum, OK? En se disant que, oui, ils voulaient l'indépendance, mais on va leur rendre ça tellement difficile, tellement pénible, on va tellement leur montrer qu'il n'y a aucun avantage, qu'ils pensent que ça va étouffer le mouvement. Mais ça peut aussi produire l'effet inverse. C'est ça aussi. Je ne serais pas étonné. C'est sûr qu'il va y avoir des débordements, là. Si jamais... Mais puis, je crois pas que le gouvernement catalan va reculer. Il ne peut pas. Je veux dire, il va perdre la face, là. Face à tous ceux, là, face aux 90% des gens qui ont voté, là, ils ne peuvent pas. Espérons à tout le moins qu'il n'y aura pas de débordement. Non. De débordement. Bien, merci beaucoup, Vincent. Ça m'a fait plaisir. Vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Moins de la moitié des électeurs votent aux élections municipales. Imaginez si votre municipalité faisait aussi les choses à moitié. Communiquez avec la TVCRA au 418-338-8444 ou consultez notre site web au www.tvcra.com. Moins de la moitié des électeurs votent aux élections municipales. Imaginez si votre municipalité faisait aussi les choses à moitié.